Jacques. On va continuer sur l'AI, on va parler voilà, de l'adoption et justement de la conduite au changement, de tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, on enchaînera avec Antoine Petit, président du CNRS, et puis Étienne Klein pour clore cette matinée. Je vais accueillir tout de suite Vinciane Beauchesne et François Candelon qui vont me rejoindre. Voilà, vous pouvez venir pendant la photo. Prenez place, on peut les applaudir, la Vinciane et François. Voilà, asseyez-vous. Ah, moi, je vais rester ici. Hop. Alors, on a parlé d'IA, on a un peu parlé d'IA générative. Et là, ma première question, Vinciane, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'adoption de l'IA générative en entreprise? On va parler en France. On a l'impression que voilà, tout le monde est assez enthousiaste. Mais voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a des bons cas d'usage? Est-ce qu'on est en train de passer à l'échelle? Voilà. Comment ça se passe? Alors, le sujet de l'adoption, c'est peut-être le sujet sur lequel on a fait le plus de progrès en 2024. Jusqu'à maintenant, on avait ce qu'on appelait le paradoxe de l'adoption. C'est-à-dire les gens étaient très excités, très intéressés, mais in fine, ils ne l'utilisaient pas. Aujourd'hui, dans nos enquêtes, on voit qu'on peut compter qu'un salarié sur deux utilise l'IA de façon régulière aujourd'hui au travail. Alors, il y a des grandes différences géographiques. Hein. Les Indiens, c'est 3 salariés sur 4. Les Français, c'est 1 salarié sur 3. Donc, on prend du retard sur ces sujets-là. Et les grands comptes, PMI, enfin voilà, PME, il doit y avoir... On a aussi des écarts. Les moyennes entreprises, François en parlera, ont plutôt tendance à mieux s'en sortir parce qu'il y a moins de poids du passé quelque part à dépasser. Mais donc, on a un vrai progrès sur l'adoption. Et avec l'adoption, on voit des bénéfices au niveau individuel. Donc, généralement, la confiance dans la technologie s'améliore, on gagne du temps, on fait le travail un petit peu mieux, les compétences s'élargissent. Donc beaucoup de progrès. Et après, il y a un nouveau paradoxe du coup maintenant, c'est celui que face à cette adoption individuelle qui commence à devenir vraiment massive, on a des entreprises qui pour la plupart nous disent « nous aujourd'hui on n'a toujours pas passé à l'échelle ». On n'est toujours pas passé à l'échelle. Et d'ailleurs, on a toujours du mal à voir la valeur, en tout cas on n'a pas la valeur qu'on escomptait. Et je pense que ça va être la nouvelle frontière sur les sujets de l'IA, ça va être le passage à l'échelle, ça va être la démonstration de la valeur, parce que l'adoption on n'y est pas, on y est à peu près. Oui, parce qu'après c'est compliqué, hein, trouver les ROI, on va en parler. François, on se pose aussi la question, pourquoi s'y mettre maintenant, alors que voilà, j'avais commencé des développements en ChatGPT 3.5, j'en suis à essayer de passer à l'échelle, hop, il y a la version 4.0 qui arrive, et puis il y a Gemini 2 qui arrive, et puis il y a un Mistral, enfin voilà, on se dit, mais on est vite débordé. Bon, écoutez, d'abord parce qu'on peut déjà avoir de très bons résultats avec les générations actuelles, ça c'est le premier point, et puis deuxième point parce que pour moi, et on revenait sur la question de l'adoption, c'est pas une question technologique. Le vrai facteur limitant, ce sont les organisations, la capacité à le faire évoluer dans l'entreprise. Et donc, il vaut mieux commencer très vite parce qu'on peut à ce moment-là mettre en place un cercle vertueux. Parce que plus je l'utilise, mieux je vais l'utiliser, et mieux je vais l'utiliser, plus je vais l'utiliser. Et comme ça, on peut avancer. J'ai un exemple pour un fournisseur de cosmétiques qui n'est pas L'Oréal. Par exemple, on a commencé à travailler avec eux sur les médias sociaux. On a ensuite, à partir de là, ils ont pu savoir en temps réel quelles étaient les préférences de leurs consommateurs. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait des vrais problèmes de compliance. Et donc, ils ont automatisé cette compliance grâce à l'IA générative. Et donc, cette agilité va être absolument critique parce qu'on est face à une double dynamique. Comme tu le disais, il y a la question de l'amélioration de l'IA dans une certaine génération. On sait que le jour le pire pour un logiciel, c'est le jour 1. Mais on a aussi cette nouveauté et cette double dynamique avec les générations qui se suivent très vite. GPT-3, c'était des tâches de 5 minutes, GPT-4 de 50, et avec Orion ou GPT-5, on nous annonce des tâches de 5 heures. Donc la capacité à mettre en place et à apprendre à avoir une organisation apprenante va être de plus en plus critique, donc il faut y aller. Et alors comment on fait justement pour ce passage à l'échelle, comment faire pour que les entreprises s'engagent davantage, Vinciane? Alors je pense que le premier sujet, c'est qu'il faut arrêter de parler de cas d'usage. Oui. Je pense que c'est vraiment l'écueil de la plupart des entreprises qui sont parties à la chasse au catalogue de cas d'usage, etc. Moi, je résonne 100% avec ce que disait François. Ces transformations, c'est une erreur de les imaginer comme un déploiement de tech. Si vous faites ça, vous fragmentez, vous partez un peu dans tous les sens, vous ne tirez pas la valeur. Ces transformations, avant tout et surtout, il faut les prendre comme des transformations des processus, des modes de travail, du modèle opérationnel, des rôles, des compétences.
Et d'ailleurs, on a étudié, parce qu'on disait il y a peu d'entreprises qui réussissent à passer à l'échelle, il y en a quand même quelques-unes, qui réussissent d'ailleurs du coup à être 2 fois plus innovantes, qui réussissent à faire augmenter leur chiffre d'affaires tout en améliorant la satisfaction des salariés. Donc on se dit c'est quand même désirable. Qu'est-ce qu'elles font de différent? La première chose, c'est qu'elles respectent la règle que nous on appelle le 10-20-70, à savoir quand elles font une transformation IA, elles mettent 10% de l'effort sur la qualité des algorithmes, 20% sur la refonte de la technologie, de la donnée, et 70% est investi sur les sujets de gestion du changement, sur les sujets de refonte des processus, sur les sujets de montée en compétences des salariés. Donc ça, c'est le premier sujet. Première chose qu'elles font un peu différemment, c'est l'équilibre des investissements. Deuxième sujet, elles en font beaucoup moins. Donc elles se focalisent, parce que dès lors qu'on se dit que c'est vraiment une transformation holistique, on ne peut pas partir dans toutes les directions, il faut choisir ses combats. Et donc elles choisissent ces combats sur les sujets qui sont cœur pour l'entreprise, les vraies sources de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et enfin, elles ne passent pas des heures carrées à se poser la question de est-ce que c'est du Gen AI, est-ce que c'est de l'AI, est-ce que c'est de la tech. Elles intègrent toutes ces dimensions tech dans la solution parce qu'elles sont tournées vers la recherche de la valeur plutôt que sur prendre le Gen AI comme un cas d'usage isolé. François, ça peut être une opportunité pour les PME, les ETI aussi? Moi, je pense la réponse est oui, mais comment? La réponse est oui, parce que c'est simple. Quand vous avez une barrière qui est haute, il n'y a que les gens qui sont très grands, ce qui n'est pas mon cas, qui réussissent à la passer. Et là, l'IA générative en particulier permet de baisser la barre, ce qui fait que pour les ETI, les PME, c'est beaucoup plus facile à faire passer. D'abord, vous avez la quasi-totalité des éditeurs de logiciels qui intègrent de l'IA, notamment générative, mais pas uniquement, dans leur logiciel, que ce soit un CRM, que ce soit un ERP. En plus, dans les PME ou les ETI, ils sont souvent beaucoup moins customisés, donc c'est plus facile à utiliser. On voit bien avec l'IA générative qu'on réussit à les utiliser, etc., etc. Et puis surtout, pour revenir au passage à l'échelle, les ETI, les PME sont beaucoup plus mobiles. Si vous réussissez à avoir au niveau du COMEX, du PDG, leur accord, ça peut aller beaucoup plus vite. Et les opportunités de création de valeur sont très importantes, que ce soit sur l'augmentation des individus, alors pas uniquement pour qu'ils fassent mieux ce qu'ils savent faire, mais pour qu'ils fassent aussi des choses qu'ils ne savent pas obligatoirement très bien faire. Et j'ai par exemple, dans une de nos participations, alors elle n'est pas en France, elle est aux Pays-Bas, on avait une DRH qui était plutôt une directrice du recrutement. Eh bien, grâce à l'IA générative, l'humain plus l'IA, elle est devenue un DRH correct. Alors je ne vous dis pas qu'il va gagner le prix du DRH de l'année, mais c'est quand même pas mal et ça veut dire que cette entreprise est en situation d'avancer avec les compétences qu'elle a. La deuxième chose, c'est que les PME et les ETI ont souvent beaucoup de données non structurées qu'ils ne savent pas bien utiliser. Et là, l'IA générative peut les aider justement dans cette démarche. Je pense que sur les PME, pour moi aussi, il y a un niveau sociétal parce qu'on voit bien que... j'ai une citation de Michael Porter, qui était donc professeur de stratégie à Harvard, qui disait « La compétitivité d'un pays dépend de la capacité de son industrie à innover et à se moderniser ». Étant donné notre modèle social, la modernisation des entreprises traditionnelles et en particulier des PMI et des PME et des ETI qui sont sources d'emploi est absolument critique. On va la chercher où la création de valeur, Vinciane? Parce que c'est vrai que oui, on a des outils, on va gagner en productivité, mais est-ce que ça veut dire qu'on rentre plutôt chez nous ou on va réussir à faire fructifier cette productivité au profit de l'entreprise? Alors, sur le sujet de la valeur, encore une fois, je pense qu'un des gros écueils du départ, c'est que tout le monde a surfocalisé sur le thème de la productivité. Tout le monde était obsédé par la productivité. Certains rapports ont aidé, annonçant 400 millions d'emplois impactés, 300 millions qui allaient disparaître, etc. Je pense que la productivité fait partie de l'équation, mais il y a une vraie réflexion. Enfin, nous, on encourage nos clients à penser avec une stratégie de portefeuille. Il y a des sujets sur lesquels l'IA va apporter un retour sur investissement relativement rapide et relativement sûr. Et souvent là, on parle de sujets de productivité qui peut être réinvestie dans la réduction des coûts, mais aussi dans l'amélioration de la top line, dans la satisfaction client. Une autre partie de la stratégie de portefeuille doit être des paris, nous ce qu'on appelle des gros paris, à savoir beaucoup moins sûr en termes de retour sur investissement, mais beaucoup plus ambitieux. Là, on parle de construire des avantages concurrentiels, des avantages compétitifs. Si on réussit à réaliser ces paris,
c'est bingo pour l'entreprise. Et puis, il y a une partie du portefeuille qui doit se concentrer sur d'autres sources de valeur encore, un peu plus intangibles, comme par exemple, osons le dire, la joie des salariés, le plaisir au travail. Et là, ça a aussi une valeur de travailler ces dimensions-là, parce que c'est comme ça qu'on crée le muscle, que progressivement on crée l'envie au sein de l'entreprise et qu'on permet de développer cette courbe d'apprentissage, parce que comme le disait François juste un tout petit peu plus tôt, c'est un apprentissage. La tech, elle évolue de façon exponentielle, ça va très très vite. La différence, elle va se faire sur la capacité des entreprises à embarquer l'humain et l'organisation avec, et ça s'approche vraiment. Et parfois on se concentre un peu trop sur embarquer l'humain, mais sur la formation à l'outil. Alors que c'est la formation, transformation de ces process. Juste un dernier mot très rapide, en moins d'une minute, François, si tu peux. Ancien du BCG, aujourd'hui partenaire du fonds Seven2. Le rôle que peuvent jouer les fonds, justement, pour mieux accompagner les entreprises, les jeunes entreprises, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là sur... Alors, les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes et moins jeunes. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que c'est un horizon de temps. En général, nous gardons nos participations, disons 5 ans. C'est à la fois la bonne durée, c'est ni trop court, au sens où on n'a pas une obligation au trimestre, ni trop long, comme on le voit parfois dans des entreprises qui ne sont pas avec comme actionnaires des fonds de private equity, parce qu'en 5 ans, on a le temps de faire beaucoup, mais on doit aussi prioriser. Et donc, on est vraiment dans le 80-20. L'autre avantage des fonds de private equity, c'est la capacité qu'ils ont à surinvestir, non seulement financièrement, mais aussi en capital humain, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit avec des gens qui sont dans les fonds, j'allais dire des gens comme moi. Et ça peut aller très vite. Dans l'une d'entre elles, par exemple, j'ai eu le premier atelier avec le COMEX et le CIO en juin, et aujourd'hui, sans pression excessive, je vous promets, ils ont validé dans leur business plan une augmentation de 20% de leur EBITDA à horizon 2026. C'est massif. Je veux dire, en termes de création de valeur, on parle de centaines de millions. Ouais. Donc, ça vaut le coup de surinvestir un petit peu. Alors, restez avec nous. On va accueillir tout de suite Gualtiero Bazana et Mathieu Sancier. Voilà, s'ils sont là. Voilà, ils arrivent. Donc, Gualtiero d'Alten et Mathieu de DXC Technologies, qui vont nous exposer un peu. Là, on va passer sur les cas d'usage. Là, je vais démarrer avec Gualtiero sur donc au sein d'Alten, donc ESN connu, cabinet de conseil. Comment vous êtes organisé justement par rapport à cette IA aujourd'hui? Alors, on sait qu'aujourd'hui, on l'utilise dans la productivité personnelle, ensuite la productivité métier, et puis derrière, les nouveaux services qu'on peut imaginer. Oui, alors, chez Alten, nous, on a décidé de créer un rôle de CIO monde pour essayer de, on peut dire, accélérer en même temps, capitaliser ce qu'on fait dans le groupe. On est présent dans 35 pays. Et on a abordé l'IA selon 3 volets. Le premier volet, c'est l'IA pour nos clients. Nous, on est une société spécialisée en technology consulting, surtout dans la partie de l'ingénierie. Donc, c'est surtout l'IA pour l'ingénierie, qu'aujourd'hui, ça fait une partie très importante de notre offre. Le deuxième volet, c'est la productivité, donc l'utilisation de l'IA pour l'augmentation de la productivité de nos projets, dans le delivery, à nouveau, de le projet engagement. Et le troisième volet, sur lequel j'arrive, c'est le volet de la productivité pour nos fonctions de support interne. Et là, en effet, on a des activités qui ont vocation sur plusieurs fonctions qu'on a prioritisées parce qu'on ne peut pas aborder toutes les choses en même temps, avec les 2 volets, la productivité individuelle et la productivité de process. Et là, aujourd'hui, on constate plus d'impact, c'est surtout sur la partie de productivité à niveau de process. Oui. Je ne veux pas, on peut dire que la productivité individuelle avec le copilot, etc., ce n'est pas important, mais c'est surtout au niveau de process qu'on peut faire la différence. Donc, c'est là qu'on est en train d'investir massivement en cherchant les modifications qui peuvent nous apporter de la valeur. Et clairement, ça, comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas une question tech, c'est une question beaucoup de réfléchir sur le process, de réfléchir sur la façon dans laquelle on s'organise. Et donc, on a un gros chantier, c'est vraiment la refonte de l'organisation des process
qui va avec ces transformations. Pas guidé par l'outil, quoi. On voit bien, c'est guidé par cette refonte des process. Mathieu Sancier chez DXC Technologies, donc vous, c'est la gestion des systèmes critiques, c'est l'infogérance, c'est la transformation aussi des systèmes d'information des entreprises. C'est quoi les impacts de l'IA, alors à la fois pour le métier d'infogérant, puis à la fois pour l'autre partie de votre métier, la transformation des entreprises que vous accompagnez? Alors absolument, donc deux brins d'ADN chez DXC, la transformation digitale et l'exploitation des systèmes critiques de nos clients, ceux dont on aime à dire qu'ils font tourner l'économie mondiale. Donc we run the bank, we transform the bank. C'est vraiment deux piliers. Donc l'IA chez nous, elle est gouvernée par une gouvernance centralisée qui s'appelle Office of AI, qui sert à deux choses, à s'assurer d'un usage responsable pour éviter que tout le monde parte dans son coin et réinvente des processus qui ne sont pas à sa main, et puis surtout mettre des bénéfices à l'échelle. Parce que ce que veut faire DXC, c'est faire des gains de productivité opérationnelle à l'échelle. Donc ça, c'est important. Donc trois cas d'utilisation, trois déploiements industriels plutôt chez DXC. Platform X, qui est notre plateforme de monitoring d'actifs informatiques qui permet de superviser les services souscrits de bout en bout. Un exemple pour figer les idées, monitorer une performance e-commerce, c'est-à-dire au moment où vous cliquez sur le bouton pour acheter votre paire de baskets et le moment où vous êtes livré. C'est tout un ensemble d'acteurs qu'on fédère dans une seule plateforme de monitoring pour assurer une expérience d'achat unique. Dans le monde de la productivité d'entreprise, donc plutôt la gestion du poste de travail, on a développé une IA qui est devenue un produit d'ailleurs, qui s'appelle Uptime, avec laquelle on gère l'entièreté du cycle de vie d'une position de travail pour un collaborateur DXC. C'est 2/3 des actes de gestion qui sont faits automatiquement par l'IA. Ça représente 17 heures d'indisponibilité économisées par an, fois 140 000 collaborateurs, c'est pour nous un impact énorme. Enfin, Auxilium, plus près du business, qui est notre moteur de génération de propositions et d'architecture technique pour les clients, qui se nourrit de 40 ans de propositions commerciales et de rapports d'exécution pour proposer proactivement à nos solution architectes des solutions pour les clients. Pour les clients, je leur tourne, pour les clients, quelques cas d'usage. Donc pour une grande banque qui s'est exprimée ce matin, on a mis en place une intelligence artificielle qui les aide à émettre des propositions commerciales pour les banques d'investissement automatiquement, c'est-à-dire en lisant un cahier des charges, en proposant des produits et des réglementations compliant à l'exigence. Pour un opérateur télécom, difficile de ne pas le citer ici, au Portugal, qui répond à des appels d'offres de collectivités territoriales. Donc la direction juridique scrute avec l'IA en temps réel les clauses juridiques imposées par les collectivités territoriales pour évaluer les déviances et déterminer des conditions de go-no-go juridiques sur des implantations qui sont trop risquées pour l'opérateur. Vous avez pu mesurer en termes de chiffre d'affaires l'apport de justement, que ce soit à la fois de transformation client, mais même en interne? Alors nous, on est un infogérant, on s'occupe de baisser les coûts et d'améliorer la performance opérationnelle. Donc on n'est pas tellement sur la top line, mais plutôt sur réduire les coûts. Un dernier élément quand même très intéressant, c'est sur les infrastructures routières ferroviaires, avec qui on a lancé une IA commune commercialisée qui s'appelle Kerkus.ai. On regarde tout le processus de maintenance d'une infrastructure routière et on est capable de fédérer tous les acteurs, donc trouver les techniciens pour le faire, prévenir la police, couper la circulation, aller sourcer les matériaux, tout ça avec une AI qui leur fait donc gagner du temps de scheduling et de la performance industrielle à l'échelle. Et du coup, je reviens sur mes coûts. Alors, est-ce que, si je vais vous voir aujourd'hui, est-ce que le consultant est moins cher? Non, que je vais venir chez DXC. Le support et la productivité opérationnelle, elle fonctionne quand elle couche l'ensemble des métiers et que ce n'est pas un outillage, comme disait Vinciane, mais réellement une digitalisation et une refonte des processus. Gualtiero, un mot aussi sur parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut former les utilisateurs. Voilà, c'est facile de dire voilà, il y a des formations en ligne, enfin voilà, tous les formats. Mais très concrètement, comment vous avez fait chez vous? Est-ce que c'est des cas pratiques? Est-ce que voilà, vous avez par métier, vous avez dit ben voilà 2 cas pratiques, vous travaillez dessus et puis Oui, pour nous, la partie de la formation c'est une partie fondamentale. Aujourd'hui, on a 60 000 salariés dans le monde et donc on a envisagé différents formats de formation. La première formation, c'est pour ce qu'on appelle les experts IA. On a à peu près 5000 experts IA, donc là, on est clairement en train de les former sur toutes les technologies plus avancées, les LLM, etc. Mais le vrai sujet pour nous, c'est de préparer ce qu'on appelle les ingénieurs augmentés pour tous nos clients. On a écouté ce matin Valeo, SNCF, des autres, qui disent nous, on a besoin que les fournisseurs nous accompagnent
avec des personnes qui arrivent avec la connaissance d'un point de vue de qu'est-ce que c'est l'IA générative pour nous aider à accélérer. Donc là, c'est la partie la plus importante sur laquelle on est en train d'investir massivement parce que bon, la formation de 60 000 salariés dans le monde, ce n'est pas un petit sujet. Et donc, on est en train d'utiliser l'IA pour faire Mais ça veut dire concrètement, est-ce que vous avez des gens d'OpenAI qui viennent chez vous, des gens de Google qui viennent chez vous et tout ça? Ça s'appelle jusque-là? Oui, alors des gens que nous, pour être très concret, on a construit un parcours de formation interne qui est fait de 140 modules de formation qui sont développés par nos sachants internes sous forme de vidéos parce qu'on sait bien que dans quelques mois, sont déjetables et il y aura de nouvelles choses à dire et qui sont dispensés à travers nos LLM avec le fait que nos salariés ont l'obligation de le suivre et donc on regarde bien que la chose soit faite dans le bon sens. Mathieu, dernière question. À quoi va ressembler justement cet ingénieur augmenté, ce consultant augmenté, tant d'un point de vue de son métier que lui-même, l'individu, parce qu'il travaille avec des outils qui lui apportent un plus, mais comment il le traduit dans sa relation humaine avec ses clients et ses collaborateurs? Alors, le consultant augmenté, déjà, juste un commentaire, c'est les différentes crises que l'on a traversées ont impacté la quête de sens. Donc, il y a des collaborateurs qui cherchent du sens dans l'entreprise. Je pense plutôt que l'entreprise a vocation à leur donner les moyens de s'épanouir plus que de leur trouver le sens à leur vie. Mais c'est quand même un élément qu'on voit. Le confinement a un petit peu détaché le lien managérial, et notamment avec l'explosion du télétravail. Et ça, beaucoup reviennent en arrière et DXC fait partie de cela. Il y a des tensions sur de nombreux métiers qui fait que le freelancing continue à exploser. On n'est pas au niveau de l'Europe du Nord, mais le niveau de freelance, notamment sur certaines technologies très pointues, est colossal et nous pose des vrais problèmes. Et puis pour beaucoup, l'IA est perçue comme une menace plus qu'une opportunité, notamment dans certains métiers du bas de la pyramide, si je peux m'exprimer ainsi. Donc du coup, nous, on saisit ça à bras-le-corps et on voit dans l'IA une opportunité de remettre l'humain, mais l'humain pas au sens humaniste, l'individu au cœur de son destin. Et donc on a créé la DXC Learning Academy, qui est la mise en ligne de centaines de milliers d'heures de formation, qui sont libres, qui sont gratuites, avec deux obligations: faire un feedback manager pour voir comment on met ça pour son propre projet de vie, on est obligé de s'y intéresser, et pour la performance de la mission, comment on met ça au service des clients et comment on passe à l'échelle. Donc tout ça fait que le consultant augmenté de demain, c'est plutôt un jeune, trentenaire, assez autodéterminé, qui sait ce qu'il veut, qui se sert de l'IA pour avoir du temps pour aller au squash, pour amener des gains à ses clients et pour penser à son next step. Donc, ce n'est pas tellement le consultant augmenté de demain qui me pose question pour remettre l'IA au centre, c'est tout le reste de la pyramide. Et puisqu'il me reste 9 secondes, je voudrais peut-être conclure par une ouverture sur une étude très intéressante de Raphaël Gaillard, qui est donc psychiatre et qui est chef de clinique à la Pitié-Salpêtrière, et qui a démontré que l'augmentation de l'humain passe inévitablement par la baisse de sa résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous augmentez une fonction cognitive chez l'homme, il la paye quelque part. Le nombre de préadolescents souffrant de troubles psychiatriques depuis l'avènement du téléphone mobile a explosé ces dernières années. Donc remettre l'humain au cœur de l'IA Tech for Citizen, ce n'est pas uniquement faire embrasser par les citoyens la technologie pour qu'ils fassent des choses super avec plein de gains à l'échelle. C'est aussi voir quel est l'impact sur la société civile. On a 10% de malades psychiatriques en France. Soyons vigilants à comment les populations les plus fragiles reçoivent et arrivent à conjuguer ces nouvelles technologies qui sont disruptives pour beaucoup d'entre elles. C'est déjà dans le numérique et puis et dans le rapport Bouvreau-Agon, il y avait d'ailleurs ces cafés IA pour justement essayer d'entraîner un peu la population autour de tout ça. En tout cas, merci. On peut vous remercier tous les quatre de nous avoir donné cet aperçu.